Professeur. Merci, Monsieur Tazi, mesdames et messieurs. Je commencerai bien sûr par remercier mon ami Younous Belhayachi de m'avoir fait l'honneur d'être parmi mes amis pharmaciens. Et c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Deuxièmement, parler des maladies infectieuses émergentes et réémergentes en 15 minutes, c'est un réel challenge. T'en fais pas, Monsieur Tazi, ne vous en faites pas, je respecterai scrupuleusement les 15 minutes que vous m'avez demandé. En 1979, l'OMS déclarait le déclin de la variole, enfin l'éradication de la variole, qui signait en gros le déclin des maladies infectieuses. 2 années plus tard, en 1981, un patient aux États-Unis mourait d'une pneumocystose secondaire à une nouvelle maladie, une maladie émergente qui est l'infection à VIH. Alors je commencerai ma conférence, comme tout à l'heure M. Reeves, par une citation de Charles Nicholl, un très grand infectiologue, sur le destin des maladies infectieuses. Et il disait en 1930, « Je suis très inquiet à l'idée de ce qu'il adviendrait d'une population indemne jusqu'ici si un nouvel agent infectieux venu d'ailleurs venait à s'y propager. » Et pourtant, rien ne nous y préparait. En effet, les nouveaux antibiotiques, j'en ai parlé il y a 2 ans ici à Officine Expo, les nouveaux vaccins, et puis les progrès d'hygiène, en gros, tous ces paramètres-là faisaient que l'humanité se disait qu'elle prétendait qu'elle était épargnée vis-à-vis des maladies infectieuses. Je reprendrai également une citation de Charles Nicholl et qui disait que ce qui est nouveau, ce n'est pas la survenue d'une maladie antérieurement inconnue, c'est cette survenue au sein d'un monde qui se croyait définitivement aseptisé, protégé et tranquille, et je vous demande de méditer ces citations. Donc en gros, la question que l'on se pose, pourquoi y a-t-il des infections émergentes et réémergentes? Vous convenez avec moi que parmi les paramètres, puisqu'on parle d'environnement aujourd'hui, on parle de changement climatique, j'aborderai non pas l'ensemble des maladies infectieuses émergentes et réémergentes, mais plutôt les maladies infectieuses qui vont être attrées à ces 2 paramètres qu'on m'a demandé de traiter. Et vous voyez si bien que parmi les facteurs d'émergence, il y en a plusieurs, parmi lesquels donc l'environnement joue un rôle important, les modifications climatiques, tous ces paramètres-là, dont l'alimentation dont on a parlé tout à l'heure, les guerres, les différentes catastrophes actuellement que l'on voit dans les télévisions, tous ces paramètres vont jouer un rôle important dans l'émergence de ces maladies infectieuses. J'y reviendrai tout à l'heure au milieu de mon exposé. Alors c'est quoi? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? C'est quoi une maladie infectieuse émergente? Elle résulte d'infections nouvellement identifiées, auparavant inconnues, et qui entraînent des problèmes de santé publique au niveau local et international. Oui, parce qu'il s'agit bien de santé publique dont nous disposons. Qu'elle soit pratiquée au niveau libéral ou au niveau public, c'est un vrai problème de santé publique. C'est quoi une maladie infectieuse réémergente? Elles correspondent à la réapparition, et c'est également d'actualité avec les modifications de l'environnement et les changements climatiques. Donc elles correspondent à la réapparition ou à l'augmentation d'infections connues, mais qui sont devenues si rares qu'elles n'étaient plus considérées comme des problèmes de santé publique. Alors si l'on s'intéresse au cours des 40 dernières années sur la naissance et la mort des différentes maladies infectieuses, eh bien vous voyez que la balance plaide largement en faveur des maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Et regardez, très peu des maladies ont disparu au cours de ces 40 dernières années. Donc en gros, aujourd'hui au XXIe siècle, 6 principales, ou du moins à mon point de vue, 6 grosses principales catégories que je vais essayer de détailler en nous posant ensemble certaines questions. Il y a tout d'abord les infections liées aux micro-organismes que l'on croyait contrôler. Je vais y revenir tout à l'heure. Les infections liées à l'activité de soins, et nous sommes responsables de cela. Les micro-organismes émergents, les bactéries multirésistantes, que le pharmacien, les médecins de notre environnement sont responsables de cela. Et on ne peut pas parler d'émergence de maladies infectieuses sans parler également des bactéries multirésistantes. Le bioterrorisme, très rapidement. Et puis, il y a les changements climatiques, la COP21, la COP22 l'année prochaine à Marrakech. Au point, là j'ai dans la salle un grand parasitologue parmi nous, les paludismes, pendant très longtemps, on en parlait dans les pays africains et avec des températures extrêmement élevées. De plus en plus, du fait du réchauffement planétaire, nous avons des paludismes en région d'altitude. Parler de l'ensemble, donc je ne vais pas volontairement, je ne peux pas citer en 15 minutes, vous m'excuserez, Monsieur Tazi,
toutes les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Mais pour faire plaisir à M. Tsazi, j'ai essayé de me poser, on s'est posé 5 grosses questions, 5 gros problèmes posés par ces maladies infectieuses, et nous allons essayer de détailler ces questions par quelques exemples actuellement d'actualité. En effet, il y a un problème de santé publique, un problème d'information, nous allons voir tout à l'heure, un problème de diagnostic, et là nous avons également dans la salle un des plus grands épidémiologistes marocains, un problème de diagnostic, un problème thérapeutique et pronostic, et puis la prévention, on est obligé d'en parler. Un problème de santé publique, oui, parce que pendant très longtemps, on pensait que les maladies infectieuses, c'était l'apanage des pays pauvres. Actuellement, nous vivons avec ce qui se passe avec la guerre en Syrie, les guerres, les réfugiés, les immigrants qui vont vers des pays riches. Vous regardez tous à la télévision avec ce qui se passe, les problèmes qui se passent en Syrie, les immigrants qui vont en Europe. Et puis l'urbanisation mal régulée avec la création de mégavilles. L'exemple type également, c'est la jungle de Calais, on peut en parler également, avec des maladies, peuvent se poser des questions d'environnement. Donc c'est de l'actualité. C'est de l'actualité, ça me fait parler du choléra. Le choléra en 7 pandémies pendant très longtemps, donc c'était une maladie apanage du 19e siècle, 3 grandes pandémies, je n'ai pas le temps de tout détailler, 4e pandémie, 5e, et puis la 6e pandémie du choléra, c'est au début du XXe siècle. Et regardez, au XXIe siècle, à la fin du XXe siècle, vous avez la 7e pandémie 61, et puis regardez en juillet 94, l'explosion au Goma, au Zaïre. On peut se poser la question, avec les modifications de l'environnement que l'on voit, est-ce que des maladies qui étaient l'apanage des pays pauvres, est-ce qu'il y a un risque actuellement qu'on les voit dans des pays très médicalement, si on veut dire, avancés. Des pestes à la peste, je ne vais pas détailler, mais juste pour vous rappeler une date 2003. 2003, le 24 juin, 10 cas OMS, 30 km d'Oran, 50 ans après le dernier cas dépisté à proximité du Maroc, donc une dizaine d'années, une maladie que l'on croyait complètement. Et puis, en 2013, au Kirghizistan, 30 ans après le dernier cas dépisté, une maladie qui est en train de réapparaître. Je vous rappelle également ces ATNC, l'encéphalopathie spongiforme bovine qui a défrayé la chronique dans les années 80, en Grande-Bretagne, en Europe, surtout la Grande-Bretagne qui a été touchée avec plus de 180 000 cas, et puis un nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 30 cas en Grande-Bretagne qui touchaient essentiellement les sujets jeunes, il n'y avait pas d'origine familiale. Et puis en 97, une date qui n'est pas très lointaine, moins de 20 ans, la confirmation du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine pour l'homme. Des mesures à prendre ou déjà prises et qui sont liées également à l'environnement actuel. L'interdiction des farines animales, on peut en parler et je pense que dans la salle, il y a beaucoup de gens dont la thématique intéresse. L'abattage du troupeau en cas de survenue d'un cas de BSE, l'interdiction d'importation des bovins, l'interdiction de consommer des parties de bœuf dangereuses et puis l'interdiction d'utilisation des intestins pour tous les bovins. Très rapidement du bioterrorisme, 79, 68 et 68 décès. C'était en 79, on s'est rendu compte que l'URSS avait un large programme d'armes biologiques. Et puis, je vous rappelle en 2001, les fameuses lettres avec du charbon le 10 octobre en 2001. Et je vous rappelle quand même que 50 kilos de spores de charbon épandus par avion peuvent être responsables de 100 000 morts. C'est une des plus grosses bombes que l'humanité a inventées. Deuxième question que l'on peut se poser avec la problématique de la santé publique, c'est un problème d'information. Et c'est une réelle problématique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notion de souveraineté nationale. Il y a un problème de coopération internationale et puis il n'y a pas de réelle loi concrète sur les infections émergentes. Et bien cela à cause du problème économique. Je vous invite à voir l'annulation de la Coupe d'Afrique dernièrement au Maroc du fait de l'infection à Ebola. Donc voilà des exemples types qui vous montrent un peu. Ce problème d'information a été soulevé essentiellement par cette maladie que je vous rappelle, le SARS, donc nous avons vécu en 2003. Cette maladie, en fin de compte, où les premiers malades, c'était en novembre 2002, des centaines de morts. Et regardez, ce n'est que 4 mois après que l'humanité a été mise au courant de cette maladie extrêmement contagieuse, extrêmement dangereuse. Et regardez, dès que
l'humanité a été mise au courant. Dès que l'humanité a travaillé ensemble, regardez ce qu'on peut faire. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'en moins de 1 mois, le 8 avril, on a pu mettre en évidence l'agent responsable qui est le coronavirus. Donc voilà une des problématiques posées par le SARS. Une deuxième maladie, nouvelle maladie, agent inconnu, c'est cette grippe aviaire dont on a parlé également, qui a défrayé la chronique, influenza virus A de type H5N1, qui touchait essentiellement les oiseaux sauvages et domestiques, très contagieux chez les poulets, et transmission à l'homme par contact fréquent et intensif avec déjection et sécrétion respiratoire d'animaux infectés. Alors, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais vous la connaissez tous, cette chaîne où l'environnement joue un rôle extrêmement important. Regardez la mort, cette maladie qui était responsable, qui n'avait pas de transmission interhumaine de la maladie, 232 cas humains recensés en octobre 2006, dont 50% de décès. Et puis la grande angoisse dans le temps, c'était que le H5N1 se récombine avec une souche grippe A humaine chez l'homme, ou peut-être plus facilement chez le porc. Et à ce moment-là, le nouveau virus serait alors contagieux entre humains et inconnu de notre système de défense. Et donc, en ce moment-là, on se posait la question de la prochaine pandémie de grippe qui représentait une réelle menace. Cette pandémie de grippe a eu lieu. Elle a eu lieu d'un triple réassortiment, mais la particularité, l'origine, ce n'était pas les poulets d'Asie, mais plutôt les porcs d'Amérique qui étaient responsables d'un triple réassortiment. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que le virus n'était pas aussi pathogène, aussi mortel qu'on nous l'avait annoncé pendant longtemps. Problème de diagnostic, est-ce qu'on va se baser sur la clinique, sur la mise en évidence du germe, sur la sérologie, sur l'anapathe, ou sur les progrès de la biologie moléculaire? Je pense que nous tous, et les progrès de la biologie moléculaire, au point, monsieur Jarry est là, on parle de plus en plus d'épidémiologie moléculaire. Et c'est grâce à la RT-PCR que beaucoup de maladies actuellement, grâce à ces technologies, que nous pouvons dépister de nouvelles maladies émergentes et réémergentes. Quelques exemples. Une des premières grosses maladies, c'était bien le SARS, je vous l'ai montré. Regardez ici la quantification par RT-PCR du SARS. Et puis plusieurs maladies à vecteurs, dont une, l'infection à Zika, dont on parle actuellement. Cette infection à Zika, ce n'est pas une maladie récente. C'est une maladie qui déjà existait en 1947, identifiée en Ouganda. Et puis, ce qu'il y a de particulier, ce qu'il y a de nouveau, c'est au Brésil 1 500 000 morts, décrété urgence de santé publique de portée internationale en février 2016, donc il y a quelques jours, il y a moins d'1 mois, par l'OMS. Les principaux pays, vous les avez ici, mais il n'y a pas que l'Amérique latine, plusieurs pays, et vous savez très bien actuellement, avec les transports, que l'ensemble de la communauté mondiale peut être touchée par ce type de maladie. En gros, c'est quoi? Je ne vais pas détailler. En gros, c'est un syndrome grippal. C'est une maladie qui n'est pas méchante, qui est gentille. Mais la particularité de ce virus Zika, c'est sa survenue chez des femmes enceintes qui est responsable de microcéphalie. Et l'exemple type qui a montré une incidence annuelle augmentée au Brésil de microcéphalie avec un taux de transmission materno-fatale qui n'est pas connu avec précision. Diagnostic également, bien sûr. La sérologie perd un peu de son avantage du fait, regardez dans cet exemple, la réaction croisée avec le West Nile et la dengue, mais c'est plutôt le diagnostic par détection du génome viral, par RT-PCR, donc l'avantage de la biologie, de l'épidémiologie moléculaire. Puis la quatrième question, c'est la thérapeutique. La thérapeutique, volontairement, j'ai essayé de mettre en contradiction deux maladies, une avec une révolution importante sur le plan thérapeutique et une avec une déception totale qui est l'infection à Ebola. On connaît tous cette évolution naturelle de l'infection à VIH où lorsque vous êtes contaminé, l'évolution se fait inéluctablement vers une baisse du taux de CD4 avec une mort de malades par survenue d'infections opportunistes. Que dans plusieurs pays d'Afrique, pendant très longtemps, on constatait une diminution de l'espérance de vie secondaire à la mortalité de l'infection à VIH. Et aujourd'hui, en 2016, on est quand même content d'annoncer que grâce au progrès de la thérapeutique, un patient présentant une infection à VIH correctement suivie a une espérance de vie quasi, je ne dis pas totalement, mais quasi identique
à la population générale. Ce qui n'est pas le cas pour cette maladie. Maladie Ebola qui a défrayé également la chronique, réservoir de virus des chauves-souris frugivores. Bon, je ne vais pas détailler le cycle de transmission de cette maladie, grossièrement juste pour savoir que la transmission secondaire d'homme à homme se fait essentiellement par contact direct avec le sang, les sécrétions et les organes ou des liquides biologiques des sujets infectés, bien sûr avec un risque important de transmission au cours des soins des malades ou lors de la prise en charge des défunts lors des funérailles. Et là aussi, l'avantage de la biologie moléculaire, le diagnostic nécessité d'un laboratoire au moins P3, l'amplification génique par RT-PCR. Et là, contrairement au VIH, mortalité extrêmement importante, avec des thérapeutiques extrêmement faibles. Et puis la prévention, dernière question, nous sommes tous responsables, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les médecins, que ce soit les patients, nous sommes tous responsables de ce qui est en train d'arriver pour la consommation abusive des antibiotiques. Que c'est vrai que lorsqu'on pose la question aux médecins, ils vous disent que c'est les pharmaciens qui sont responsables. Lorsqu'on pose la question aux pharmaciens, ils vous disent que c'est les malades qui sont responsables. Quand on les met les trois ensemble, ils vous disent on ne sait pas qui est responsable. En gros, le message, c'est que nous sommes tous responsables. Et je dis toujours à mes étudiants, si le patient vous met la pression, vous rend anxieux lors de la pression d'un antibiotique, ben prenez du Lexomil plutôt que de prescrire une antibiothérapie. Donc, consommation abusive d'antibiotiques, mauvaise observance du traitement avec un niveau de résistance exceptionnel. Je pense qu'on est tous d'accord dans cette salle que la nécessité qu'il existe une nécessité de rationaliser, une gestion rationalisée des antibiotiques. Tous ces termes barbares, EBLSE, entérobactéries sécrétives bêta-lactamase, VISA, PSDP, tous ces termes barbares résument une seule chose, c'est la résistance aux antibiotiques. Et regardez, les bactéries sont beaucoup plus intelligentes que l'humanité. Chaque fois que l'humanité mettait en évidence une nouvelle classe d'antibiotiques, très rapidement, vous avez une émergence de moyens de résistance aux antibiotiques. Et pourtant, les choses sont très simples. Diminuons notre consommation, des choses très simples, environnementales, lavage des mains, des précautions standards, permettent de diminuer de façon extrêmement importante la résistance aux antibiotiques. Et puis le défi, n'est-ce pas, M. Tsegi, je suis en train de respecter mes 15 minutes, comment les éviter? Donc en gros, on doit agir sur tout ça. On doit agir sur tout ça. Regardez cette plaque qui peut vous paraître un peu compliquée à lire, mais on va la résumer. Interrelation sociétale de l'émergence. En gros, tout tourne, l'industrialisation, les déforestations dont on parlait tout à l'heure, mes prédécesseurs, les pauvretés, malnutrition, l'urbanisation, l'eau contaminée, les moustiques, les défauts d'hygiène, tout tourne autour de la problématique d'aujourd'hui, l'environnement et les modifications climatiques. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on baisse les bras et on se dit c'est quasi impossible de réagir sur tout cela, mais ne pas oublier, et aussi les actions individuelles. Chacun de nous est responsable de ce qui nous arrive. Soyons conscients des implications environnementales croissantes sur notre santé de demain. Modifions nos modes de pensée et soyons futuristes et inventifs. Engageons-nous, soyons activistes. Et là, une phrase du 19e siècle, et qui a tout son sens dans ce que je viens de dire. Nul ne commet plus grande erreur que celle de ne rien faire, au motif que ce qu'il ou qu'elle ferait serait insignifiant. J'ai commencé par une phrase de Charles Nicolle. Ma dernière plaque également revient à Charles Nicolle en 1933. Il disait les maladies infectieuses, il en naîtra des nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques-unes. Celles qui subsisteront ne se montreront plus sous les formes que nous leur connaissons aujourd'hui. Donc on aura toujours des maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Je vous remercie.